ce que j'ai prévu pour l'atelier valorisation, visibilité et déontologie. Donc, ça va porter sur la base de données particulière hors site qui permet de connecter la recherche aux chercheurs. Donc, je vais parler de qu'est-ce que c'est que ORCID, ses avantages, quelle est la communauté ORCID, et je vais donner quelques statistiques sur ORCID, une petite application qui montre comment ça marche. Voilà, donc en tant que chercheur, on est toujours confronté au problème permanent de nous distinguer ou distinguer nos activités de recherche de ce qui se fait par les autres chercheurs. Alors, je vous donne mon exemple à moi. Je travaille ici à l'université de Béjaïa. Il y a quelqu'un qui s'appelle exactement comme moi, Aïcha Barache, qui travaille à l'université de Rouen. Et le comble, c'est que c'est aussi une matheuse, donc qui travaille sur les mathématiques pures, et moi qui travaille sur les mathématiques appliquées. Donc le problème qui va se poser maintenant, quand les chercheurs vont demander à connaître un travail de Barache Aïcha, ils pourraient tomber sur un de mes travaux, comme ils pourraient tomber sur l'un des travaux de l'autre Barache Aïcha. Donc ORCID, en fait, permet de régler un petit peu ces problèmes-là en essayant de donner à chaque chercheur un identifiant numérique permanent. Permanent, ça veut dire qu'il dure à vie. C'est votre identifiant que vous pouvez utiliser toujours pour mettre vos travaux de recherche, pour les distinguer des autres travaux de recherche d'autres personnes, surtout quand il y a une ressemblance dans les noms. Voilà. Donc, il fournit donc, je l'ai dit, un identifiant numérique permanent qui nous distingue de tous les autres chercheurs, et par l'intégration dans des tâches clés de recherche telles que la soumission d'un article ou la demande d'une subvention. Alors maintenant, la plupart des revues, quand vous allez soumettre un article, ils vous demandent votre identifiant ORCID. Pourquoi? Parce que l'éditeur voudrait savoir quelles sont vos thématiques de recherche, sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que vous avez déjà publié, pour lui faciliter la tâche de vous retrouver déjà les reviewers, à qui il va envoyer votre travail pour l'expertiser. Donc, lorsqu'il va regarder vos travaux dans ORCID, il aura une petite idée et il trouvera les reviewers en fonction de ça. Il permet aussi de créer automatiquement des liens entre nous et nos activités professionnelles. Donc, je pourrais avoir des travaux de recherche qui sont reliés à l'université, par exemple, de Béjaïa, à l'unité de recherche Lamos, au laboratoire LEM. Donc, il va créer un petit peu des liens entre vos travaux de recherche, vos travaux professionnels, vos entités de recherche, et permet ainsi que votre travail soit reconnu sur le niveau national ou international. Alors, donc, l'un de ses avantages, c'est qu'il fournit à chaque chercheur et universitaire un identifiant unique et permanent. Donc, chaque enseignant et universitaire ou chercheur, il est reconnu avec son identifiant. Il fournit également un rapport mobile qui va permettre de gérer les activités de recherche. Donc, vous avez des activités dans un tas de domaines, un tas de spécialités. Donc, cette base va permettre de gérer un petit peu tout ce tas de données-là, en créant des liens entre des bases de données. Donc, vous pouvez en fait transférer des données de ORCID, par exemple, vers Scopus. Comme vous pouvez aller sur Scopus, transférer tout ce que vous avez sur Scopus vers ORCID. Donc, il permet de générer ces liens-là entre un tas de bases de données. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Il permet aussi d'aller sur ResearchGate et sur LinkedIn, qui sont des réseaux, LinkedIn surtout, qui est un réseau beaucoup plus professionnel. Voilà. Donc, sa caractéristique majeure, c'est le fait de pouvoir connecter un petit peu tous ces réseaux sur la recherche, sur les professions et sur les chercheurs elles-mêmes. Voilà. Donc, alors, mon ORCID à moi est le suivant. Donc, si je clique sur ça, il va me ramener directement sur ma page ORCID
et je vais le montrer à la fin dans l'application, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dedans. J'aurais aimé avoir un orside d'un biologiste, j'avais demandé au professeur Touati de me donner le sien par exemple pour pouvoir illustrer avec ça, malheureusement je ne l'ai pas eu. Donc je vais essayer de vous donner juste un exemple sur moi. Donc la communauté orside, c'est quoi finalement? Elle est composée de chercheurs individuels, parce qu'on pourrait avoir des entités de recherche et des chercheurs individuels. Donc elle est composée déjà de chercheurs individuels, d'universités. Une université pourrait avoir un identifiant chez Orside. Des laboratoires publics, d'organisations de recherche privées, d'organismes de financement. On a plein d'organismes de financement qui travaillent avec Orside parce qu'il y a des subventions qu'on peut donner à des chercheurs, à des entités de recherche. Ça travaille aussi avec les éditeurs des journaux parce que les éditeurs sont toujours confrontés à trouver des reviewers pour leurs travaux qui ont été soumis dans leurs journaux. Donc, ils font souvent appel à Orside aussi pour gérer un petit peu ce problème-là. Vous avez les instituts scientifiques et publics, les sociétés aussi professionnelles. Il y a des professionnels qui sont dépassés, qui n'arrivent pas à gérer aussi leur base de données, qui font appel aussi à Orside. C'est quoi le problème majeur en fait de toutes ces entités-là? C'est avoir souffert d'un manque de registre qui va organiser un petit peu leurs entités. Donc c'est pour ça qu'ils font appel à Orside pour effectuer un travail d'organisation, de coordination entre cette communauté-là qui regroupe les chercheurs, la recherche, les professionnels. Voilà, donc grosso modo, cette communauté, de quoi elle est constituée. Alors, par rapport, je vais donner quelques exemples pratiques par rapport, par exemple, aux organismes de recherche. Il se pose toujours la question, comment peut-on identifier de manière simple et exacte les chercheurs et les universitaires et établir un lien entre leurs travaux, par exemple de recherche, et leurs activités professionnelles. Donc, par exemple, ici à l'université de Béjaïa, vous l'avez vu récemment, on a une nouvelle base qui va gérer la paye. Donc, on fait souvent appel à des bases de données parce qu'on n'arrive plus à gérer une certaine situation. Donc, une base de données va nous permettre de bien coordonner les choses, de bien relier un thème à un autre, un chercheur à un autre, etc. Alors, on se demande qui sont les experts. Donc, Orside nous fournit aussi des réponses sur ces experts-là. Comment peut-on évaluer avec exactitude les points forts et l'impact de notre recherche? Donc, si je mets mes travaux sur Orside, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, ça valorise la recherche. Je les mets sur Orside qui est relié à un tas de bases de données, ça permet de diffuser la recherche, de relier ma recherche qui est à moi sur le cadre international. Et puis on se pose la question, comment peut-on identifier de manière systématique les résultats intellectuels produits par la faculté? Donc tout ça, Orside va le gérer. Donc il peut répondre à tout ça avec des rapports d'activité. Donc il fournit des rapports d'activité qu'il remet à ces organisations. Il crée des registres pour organiser un petit peu tout ce travail-là. Donc, il met les chercheurs dans un coin, les institutions de recherche, les services publics à part, les universités à part. Donc, il gère des registres qu'il remet par la suite aux institutions qui leur demandent. Il permet aussi de fournir des subventions ou des financements à des chercheurs ou à des entités de recherche. Donc, par exemple, inclure les identifiants Orside dans les systèmes locaux. Par exemple, ici à l'université de Béjaïa, on pourrait inciter les enseignants à avoir des identifiants Orside. Je pourrais rentrer sur un Orside de chaque chercheur pour voir sur quoi il travaille. Alors moi, pourquoi est-ce que j'ai fait déjà cet exposé? Parce qu'on a déjà fait une réflexion. Je dis que je partage mon expérience. On a déjà fait l'expérience au niveau de l'unité de recherche LAMOS,
puisqu'on s'est intéressé aux bases de données ResearchGate, Scopus, ORCID aussi, donc on a déjà traité le thème, mais aussi dernièrement lorsqu'on a eu à effectuer sur les équipes de recherche, le bilan des équipes de recherche, ils nous demandaient des identifiants, les identifiants Scopus, les identifiants ORCID. Ça veut dire qu'il fallait qu'on soit répertorié aussi dans l'université. Donc cet identifiant ORCID permet à toute la communauté universitaire au niveau local de connaître sur quoi travaille chacun de nos chercheurs. Voilà. Donc, la remise. Un autre problème, c'est le problème des éditeurs. Alors, les éditeurs sont toujours confrontés au problème de la paternité des recherches. La paternité des recherches, c'est qui travaille sur quoi. Donc, je devrais connaître, associer à chaque travail un auteur. Il y a des travaux qui sont ambigus. Donc, les éditeurs ont toujours ce problème-là. Donc, comment reconnaître en bonne et due forme un rôle d'auteur? C'est quoi le rôle d'auteur? C'est qui l'auteur de ce travail? Donc, comment peut-on décerner la responsabilité d'un auteur? C'est qui l'auteur principal? C'est qui le second auteur? Donc, ORCID permet aussi de fournir des réponses à toutes ces questions-là qui tourmentent les éditeurs pour pouvoir déjà leur trouver des reviewers pour leurs travaux, pour pouvoir tout simplement faire la différence entre un auteur et un autre, surtout quand ils portent le même nom. Voilà. Donc, il fournit les réponses suivantes. Donc, premièrement, il identifie les auteurs, il les identifie. Comment? En leur associant cet identifiant-là numérique qui va le distinguer éternellement par rapport à un autre chercheur. Et puis, il donne le registre. Ce registre peut également jouer un rôle important pour soutenir les efforts de la communauté des éditeurs, notamment compte rendu des conflits d'intérêts. Donc, lorsqu'il y a des conflits d'intérêts, ORCID aussi peut gérer ces conflits d'intérêts-là via la reconnaissance des auteurs. Voilà. Donc, pour simplifier la soumission des manuscrits, je l'ai dit tout à l'heure, donc quand vous soumettez, vous joignez votre identifiant ORCID, on va vous reconnaître en bonne et due forme parce qu'on va directement aller sur vos travaux de recherche. Il crée une relation de confiance entre l'éditeur et le chercheur lui-même. Et on peut partager les informations pour accélérer le processus de soumission. Quand vous partagez ces informations-là, on n'aura pas une perte de temps. On ne se posera pas la question sur quoi ce bonhomme-là ou bien ce chercheur travaille, comment je vais faire pour lui trouver. Donc ça va nous faire un gain de temps et c'est très important surtout actuellement. Et puis il met à jour automatiquement un registre avec les métadonnées du chercheur. Lorsque vous mettez vos publications, des vidéos, des fichiers, donc on met à jour à chaque fois ces données-là. Soit on peut les mettre à jour manuellement en rentrant dans le site ORCID, soit en essayant de transférer d'autres bases de données vers la base ORCID. On sait que, par exemple, pour Scopus, si vous publiez dans une revue Scopus, Scopus automatiquement colle votre travail à votre identifiant Scopus. Et donc, pour pouvoir le mettre sur ORCID, il y a un lien qui est appelé transférer de Scopus vers ORCID. Donc, ces travaux qui ont été sauvegardés automatiquement vont être transférés aussi vers ORCID. Et voilà, donc l'éditeur va connaître un peu votre évolution, ce que vous avez de nouveau, etc. Améliorer la recherche des auteurs aussi. Donc, il crée un lien clair entre les auteurs et toutes les variations de leur nom. Alors, moi, par exemple, lorsque je vais sur Scopus, pour les variations de mon nom, soit je trouve Aïcha Baresh, soit je trouve A.Baresh, soit je trouve Aïcha, le I avec 2 points. Donc tout ça, c'est des variations de nom. Et ça peut créer des fois un conflit. Donc ORCID, lui, il va gérer un petit peu tout ça. Donc tous vos travaux avec vos variantes de nom vont être intégrés dans la base ORCID. Les identifiants ORCID peuvent faciliter aussi la création et le suivi des profils des auteurs et des relecteurs. Vous pouvez suivre
je suis sur mon ORCID, je peux suivre le profil d'un autre chercheur, par exemple, qui travaille sur le même domaine que moi, des éditeurs qui ont un lien avec le même thème sur lequel je travaille. Donc, il me permet de me connecter avec les autres chercheurs et leurs activités de recherche. Il permet aussi de lever l'ambiguïté sur l'identification des auteurs, ainsi que d'établir les liens avec les informations externes. Donc, je peux établir des liens avec toute base de données externe. Là, j'ai mis quelques statistiques concernant ORCID. Alors, actuellement, ORCID a son effectif 3 290 532 identifiants ORCID. Donc, c'est énorme. Lorsqu'on avait fait le travail, c'était en 2012, lorsqu'on avait fait dans l'entité de recherche LAMOS, c'était encore à 1 million. Donc ça a augmenté déjà de 2 millions. D'où l'intérêt et l'importance de ces identifiants-là. Et puis, on le remarque parce que les revues le demandent aussi. Donc les gens sont un petit peu obligés d'aller s'inscrire et d'avoir un identifiant. Lorsqu'on nous impose de remplir les bilans de recherche, de mettre dedans les identifiants, on est obligé d'aller... là, je donne 2 exemples sur le domaine, mais il pourrait y avoir d'autres exemples. Donc, on a des travaux avec au moins un travail, des ORCID avec au moins un travail. Vous avez 679 597 travaux. Et des travaux, en général, tous les travaux, que ce soit avec un doigt, que ce soit avec son doigt, que ce soit... Donc, vous avez 20 millions de travaux d'ordre général, que ce soit des travaux dans des universités, dans des centres de recherche, que ce soit des travaux professionnels. Donc, les travaux qui ont un doigt, vous en avez 8 millions 599 979, etc. Donc, vous avez toutes ces statistiques-là. En fait, il y a un volet sur le site web ORCID, là où vous pouvez accéder pour voir. À chaque fois, ils actualisent leurs statistiques, donc vous pouvez voir l'évolution. Là, maintenant, je vais donner juste une petite application, comment ça marche. Donc, il faut aller sur www.orcid.org, puisque c'est une organisation. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai sauté c'est une organisation à but non lucratif. Voilà, donc, vous avez cette page-là qui apparaît en premier lieu. Donc, vous avez 3 étapes, en fait, dans ORCID. Il faut vous inscrire. Donc, vous avez un champ qui apparaît, vous remplissez les informations. Et puis, une fois que vous êtes inscrit, vous avez un login et un mot de passe. Vous rentrez, vous ajoutez tout ce qui vous concerne. Vos coordonnées personnelles, où est-ce que vous avez fait vos formations, les activités professionnelles, les activités de recherche, vous pouvez mettre une biographie, tout ça. Après, on vous donne, donc avec cet identifiant-là, vous pouvez l'utiliser, notamment pour soumettre les papiers dans des revues et pour vous connecter avec d'autres recherches et avec d'autres bases de données. Alors, donc voilà donc la page d'inscription. Vous mettez la première étape inscription, vous avez ça. Vous n'avez pas grand-chose. Vous avez juste le nom, le prénom, un courriel que vous utilisez. Vous suggérez un mot de passe et on va vous créer un compte dans ORCID. Et par la suite, à chaque fois que vous voulez entrer, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe et vous rentrez dedans. Alors, donc... si je mets l'identifiant que je vous ai donné tout à l'heure, mon identifiant à moi, voilà donc la page à peu près, comment elle va être. Vous avez mon nom qui est donné par A. Baresh au lieu de Aïcha Baresh. Je pourrais le changer. Alors vous voyez, si vous remarquez le stylo qui est là, ça veut dire que c'est quelque chose d'éditable. Je pourrais le changer à tout moment. Ça, c'est ma version à moi, c'est mon compte. La version publique, vous pouvez aller sur mon compte et le voir. Vous pouvez aller consulter mes travaux. Mais vous n'aurez pas ces crayons-là qui vont apparaître parce que vous ne pouvez pas toucher à mon compte. D'accord. Voilà, donc ici, donc j'ai dit, ça c'est une variante de mon nom à Baresh. Je pourrais rentrer à tout moment, la changer et mettre Aïcha Baresh, par exemple. Donc ça, c'est mon identifiant, il est ici. Mon pays, c'est l'Algérie. Alors, les mots-clés sur lesquels je travaille, ils sont là. J'ai mis une petite biographie. Donc, tout ça, ça pourrait se faire manuellement. Il vous propose des champs à remplir.
Donc, la formation, j'ai toujours été à l'université de Béjaïa. Donc, par la suite, il vous donne l'emploi. J'ai toujours aussi travaillé à l'université de Béjaïa. Il y a des gens qui ont fait plusieurs emplois, ils mettent un peu tout. Donc là, vous pouvez avoir un lien ici, l'AMOS. Donc je peux cliquer sur ce lien-là, il va m'emmener directement sur l'unité de recherche l'AMOS, il va me donner dans quelle équipe je suis, sur quoi l'équipe travaille et tout. Voilà. Et là, c'est Scopus, c'est mon Scopus identifiant. Alors, si je clique sur celui-là, il va m'emmener directement vers Scopus et voir tous mes travaux Scopus. Voilà, donc ça fait un lien un petit peu entre tout ce qu'il y a sur ORCID, sur vos travaux professionnels, sur vos d'autres bases de données. Voilà, donc il vous donne une liste de travaux que j'ai. Alors, ce que vous pouvez remarquer ici, par exemple, là, j'ai mis, en fait, c'est pas moi qui ai mis, c'est le site, il met la source Aïcha Barej. Donc, l'information qui a été mise ici, c'est moi qui l'ai tapée manuellement. Donc, la source, c'est moi. Mais par contre, ici, la source, c'est Scopus. Donc, celui-là, je l'ai transféré de Scopus vers ORCID. Je pourrais aller sur une autre base de données, par exemple le Crossref, qui est une base de données aussi qui répertorie les travaux de recherche. J'ai transféré à partir de là-bas les travaux vers ORCID. Donc, vous voyez bien, il y a une connexion entre ces pages-là et les pages données. Alors, je voulais aussi vous montrer ce bouton-là. C'est écrit rechercher. C'est pas très clair, mais c'est un bouton rechercher. Ça vous permet de rentrer dedans et de faire une recherche, soit sur des auteurs, soit sur un mot-clé, soit sur un titre d'un travail, etc. Donc, exemple, si je veux... alors, ça, c'est un exemple sur mon lien que j'ai mis tout à l'heure sur l'AMOS. Si je clique dessus, il va me ramener directement sur la page du LAMOS. Et ça, c'est mon équipe de recherche. Donc, mon nom est quelque part ici avec l'équipe. Donc, il va vous montrer sur quoi vous travaillez, votre domaine professionnel. Si je clique sur mon ORCID, plutôt mon Scopus de tout à l'heure, il va me ramener sur ma page Scopus qui est là. Donc, tous mes travaux qui sont dans Scopus. Et donc, dans la case recherchée de tout à l'heure, vous pouvez mettre... par exemple, virus, bactéries, dans votre domaine, il va vous donner une liste de gens, d'auteurs, qui travaillent sur ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne des noms et il vous donne l'identifiant. Et quand vous avez un identifiant, par exemple, ici, moi, j'ai mis les files d'attente dans la recherche, il me donne tous les gens qui travaillent sur les files d'attente, et je peux cliquer sur un autre auteur, il va me lier à ses travaux de recherche. Donc, le premier auteur, j'ai cliqué sur son ORCID, il va me donner tout ce qui le concerne, ses travaux professionnels, ses travaux de recherche. Donc ce monsieur-là, il a 2 formations, il a déjà occupé 2 emplois, et puis il a 19 travaux de recherche, donc je ne les ai pas tous mis, j'ai mis juste quelque chose ici. Et là, par exemple, pour le professeur Jamil Aïssani, qui est le directeur de notre unité de recherche LAMOS, vous avez donc son ORCID qui est là. Donc, je clique ici dans le volet recherche Jamil Aïssani. Il va me donner Jamil Aïssani en tête de liste, mais il va me donner les auteurs qui ont un même nom que Aïssani. Il va même me donner les co-auteurs avec lesquels M. Aïssani travaille. Par exemple, moi, je suis ici parce que j'ai tapé Jamil Aïssani, j'ai déjà été co-auteur avec Jamil Aïssani, il pourrait vous suggérer aussi les co-auteurs. Et si vous cliquez aussi sur son ORCID, il va vous ramener sur son ORCID, donc la biographie, les mots-clés, le site du LAMOS, son Scopus, vous pouvez aller voir son Scopus. Vous voyez bien ici qu'il y a 75 travaux, alors que ici, au niveau de son Scopus, par exemple, il y a 76 travaux. Donc, peut-être que le professeur Aïssani n'a pas encore actualisé. Et pour aller de Scopus vers ORCID, vous voyez un bouton ici qui est écrit « Add to ORCID ». Add to ORCID, vous cliquez ici, tout ce qu'il y a dans votre base de données Scopus va se transférer vers la base de données ORCID.
Voilà, donc je voulais juste essayer de vous montrer comment ça marche un petit peu. Et c'est très important d'avoir ce hors-site, ne serait-ce que pour soumettre vos publications. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Tout le monde est fatigué. Je vous remercie encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de communiquer sur tout ça. Ça serait bien d'organiser des journées de séminaires pour les étudiants beaucoup plus, parce que ça va être très intéressant pour leur carrière d'avenir. Voilà, je vais m'arrêter et merci.